Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec l'invité politique. Ce matin en direct sur ce plateau, bonjour, c'est Pascal Durand. Bonjour. Vous êtes candidat sur la liste La République En Marche aux élections européennes. Merci d'être là ce matin. Pour vous co-interviewer à mes côtés, Marcelo Westphal du Figaro. Bonjour Marcelo. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA pour l'Est républicain et le républicain lorrain, car le G7 de l'environnement va démarrer à Metz. Merci d'être là Pascal Jalabert ce matin. Pascal Durand, la polémique ce matin, donc suite aux incidents à la Pitié-Salpêtrière en marge des manifestations du 1er mai, vous le savez. Les témoignages et les images vont dans le sens d'un mouvement de manifestants voulant éviter une charge de police. L'ensemble des gardes à vue dans ce dossier, dans cette enquête, ont été levés hier soir. Alors, vent de panique pour les manifestants, attaque délibérée pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Qui dit vrai entre les deux ? J'en sais rien, puisque visiblement la justice maintenant a été saisie, il y a des enquêtes, ils vont regarder les vidéos, etc. Moi je pense que sur ces sujets-là, il faut toujours rester très prudent, dans un sens comme dans l'autre. C'est très clair que quand on voit des images d'une insertion de manifestants dans un hôpital et qu'on se rapproche d'un pavillon de réanimation, évidemment le premier réflexe c'est de dire oulala, mais enfin où va-t-on ? Ensuite, pour avoir participé dans le temps à des manifestations, je sais que des mouvements de panique peuvent avoir lieu. Vous ne donnez pas tort à Christophe Castaner. Mais non, mais je donne tort là sur ce sujet-là, c'est des sujets qui sont graves. Tout ce qu'on sait, c'est que fut un temps, et moi c'est ça que je veux regarder, fut un temps où on pouvait manifester calmement dans ce pays et où on arrivait à faire passer un certain nombre d'idées de fond. Là, c'est plus le cas, ça devient insupportable. Quand même, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est pas d'afficher une sérénité, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de ne pas aller tout de suite réagir sur les événements alors qu'ils ne sont pas encore étayés. Parce qu'il est dans une situation de pression qui est énorme, avec des forces de police qui sont épuisées, on le sait très bien, vous le savez parfaitement. On a tous les samedis des actes de violence, on a des gens qui viennent dans les manifestations uniquement pour casser, pour brûler, pour attaquer. Et c'est clair que quand un ministre de l'Intérieur est appelé par les forces de police qui sont sur le terrain et on le prévient qu'il y a une entrée en force, parce qu'il y a quand même une grille, il y a une grille qui a été sautée, etc. Clair. Donc on le prévient qu'il y a une entrée en force dans un hôpital. Il est normal que le chef de la police, que le ministre de l'Intérieur, tout de suite se manifeste en disant « Où va-t-on » Moi, je fais de procès, encore une fois, à personne. Il faut essayer de regarder un tout petit peu plus loin que l'urgence. Il est clair qu'en ce moment, on a une difficulté en France pour exprimer pacifiquement, calmement, un certain nombre de revendications. On ne peut pas continuer à voir des voitures brûlées, des magasins pillés, etc. C'est quand même, enfin, je crois que tout le monde est d'accord pour faire ce constat-là, c'est quand même pas comme ça qu'on doit fonctionner en démocratie. Pascal Jalabert. Justement, aujourd'hui, le dialogue avec les Gilets jaunes, avec la CGT, est-ce qu'il est devenu complètement impossible ? Comment on en sort ? J'espère que non. Je pense que là, la rue, en ce moment, devient impossible, malheureusement. Enfin, c'est quand même la première fois qu'on est obligé de sortir le leader de la CGT d'une manifestation du 1er mai, alors que ces manifestations, elles ont lieu maintenant depuis, on va dire, quasiment un siècle. Non, il faut revenir au dialogue social, il faut revenir à ce qui fait l'âme de la démocratie, c'est-à-dire le débat. Il faut se respecter, il faut que la violence cesse, dans tous les sens. Il faut arrêter la violence et il faut remettre, j'allais dire, un peu de fond dans un moment où on en a perdu. C'est ce qu'a fait le président de la République, c'est ce que va faire le gouvernement avec les propositions sur le grand débat. J'espère qu'en face, il va y avoir un vrai échange, un vrai dialogue et regarder comment on revient sur ce que doit être, je répète, une démocratie vivante. Alors dans l'actualité, il y a une bonne nouvelle, ça arrive. On a appris donc la reprise d'Ascoval par British Steel. Ouais. Au-delà de la bonne nouvelle, il y a beaucoup d'emplois qui sont sauvés. Est-ce que vous y voyez un effet du Brexit, c'est-à-dire que des entreprises britanniques viennent s'implanter sur le continent ? Alors, c'est compliqué de voir un effet Brexit, dans le sens où le Brexit, il a été annoncé, mais pour le moment... Mais dans l'économie, on anticipe. Profondément virtuel. Oui, alors c'est d'ailleurs un des points. Alors là, je parle en tant que député européen. Ça fait 2 ans et demi qu'on ne peut pas anticiper, y compris notre législation, tout simplement parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure il va y avoir ou pas une union douanière avec la Grande-Bretagne. Bon, c'est juste une parenthèse, mais elle est importante, y compris pour les industriels. Oui, il y a un effet de repli sur le continent. C'est normal, ça a été annoncé d'ailleurs par des grands groupes, y compris japonais ou autres. On est dans une situation de précarité en Grande-Bretagne et rien n'est plus détesté par les industriels, par le monde de l'économie, et vous le savez, que cette fameuse précarité, le fait de ne pas savoir. Tous les juristes le savent. On a besoin de sécurité pour pouvoir investir. Donc s'il n'y a pas cette sécurité, eh bien oui, ils vont revenir.
c'est une bonne nouvelle à la fois pour nos industries et pour nos emplois. C'est une mauvaise nouvelle quand même, le départ de la Grande-Bretagne. Si elle s'en va, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est quand même un membre de la famille très important. La Grande-Bretagne, c'est quand même un des piliers, que l'on le veuille, que l'on ne le veuille pas. C'est un des piliers de la construction européenne actuelle. C'est pas une bonne nouvelle. Si elle s'en va, vous croyez qu'ils peuvent encore rester ? Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai renoncé à faire, c'est d'essayer de lire la grille politique de nos amis britanniques en ce moment. Il y a le pire de ce que l'on peut voir en politique, c'est-à-dire l'instrumentalisation à des fins politiciennes d'une situation de crise. C'est-à-dire qu'on voit très bien que pendant un moment, une partie des travaillistes, au lieu d'essayer de trouver un accord, ça bouge, c'est en train de bouger, mais au lieu d'essayer de trouver un accord avec Theresa May, ont bloqué toute possibilité de manière à la contraindre à la démission et avoir de nouvelles élections parce qu'ils se sentaient mieux. Là, ils commencent à se poser des questions parce qu'ils s'aperçoivent que sur les nouveaux sondages avec les éventuelles élections européennes en Grande-Bretagne, c'est à nouveau l'escroc Farage qui est en tête. Je dis bien l'escroc, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a menti à tout le monde, qui continue à venir au Parlement européen, lui, il est marge, 4 jours par mois pour pouvoir toucher ses indemnités. Il ne fait plus rien depuis des années. Il a démissionné dès que UKIP a gagné les élections sur le référendum. Il a démissionné en Grande-Bretagne, mais il continue à venir à l'Europe, tout en l'insultant régulièrement. Donc ils s'inquiètent un peu. Voilà. Et donc ils se disent, si on va à de nouvelles élections, qu'est-ce qui va se passer ? Donc oui, il peut y avoir, et on le voit, des discussions qui amènent finalement à une solution, là aussi, démocratique, pacifiée, d'un nouveau contrat d'association. Sur le front de l'emploi, il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'Auchan licencie plus de 700 personnes. Auchan avait touché l'équivalent de 600 millions sur 6 ans de CICE, dette publique, et beaucoup de responsables dans l'opposition, et vous avez été patron des Verts pendant un moment, pendant 2 ans, ont demandé le remboursement de ces aides sociales. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué. Enfin, à partir du moment où ils sont dans la légalité, c'est très compliqué de demander à une entreprise qui a respecté la loi. Ce que l'on disait à l'époque, c'est que la loi était... Mais bien sûr, la loi était mal faite au départ. Moi, j'ai toujours dit que les aides... Moi, je suis et on a toujours défendu les aides pour les entreprises qui en ont besoin. Il faut préserver l'emploi, il faut aider le tissu industriel, etc. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est une évidence. C'est aussi le rôle du pouvoir public d'aider les entreprises et d'aider au développement de l'économie. Après, il faut arrêter d'arroser, comme on l'a fait en France, sans condition, à tour de bras. C'est ça qui a été dommage. On a aidé la grande distribution qui n'en avait pas vraiment besoin à un moment où ce n'était pas elle qui était en crise. On a mis, je pense, trop d'argent, sans condition, sur les grands groupes, pas assez sur les PME, les TPE, les artisans qui avaient besoin de reconstituer des filières, des formations, etc. Donc on l'avait dit à l'époque, malheureusement on y arrive maintenant. Vous dites pas en crise, mais avant Auchan il y a eu Carrefour, 1500 emplois, le modèle de l'hypermarché, le métier de la caissière, c'est des choses que les économistes disent, attention, on peut avoir une sidérurgie lorraine d'il y a 25 ans, parce que ce sont des métiers un peu dépassés. Alors ce sont des métiers qui doivent se... Mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper. En même temps, je ne veux pas faire de la démagogie contre les uns et les autres. On sait que Carrefour, à un moment, et c'est très triste, mais licencie aussi pour améliorer ses résultats, ses dividendes, et distribuer des résultats qui ne sont pas si mauvais que cela. On sait que l'emploi a été souvent une variable d'ajustement de distribution des dividendes et des résultats aux actionnaires ou aux banques. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est au moins aussi important. Que les hypermarchés perdent des clients chaque année. Mais après avoir tué le petit commerce aussi en centre-ville et d'avoir détruit des emplois. Donc il y a un moment où on va peut-être revenir à des balances. Mais combien de fois on a dit que les excès sont toujours dangereux dans une économie ? On a tout balancé à 20-30 km des centres-villes. On a urbanisé entre guillemets, on a pris des terres agricoles, on a développé un modèle qu'on a financé, qu'on a subventionné en détruisant des emplois en centre-ville ou ailleurs. Maintenant, on s'aperçoit que ce modèle, finalement, il faudrait peut-être le revoir. Oui, il faut le revoir. Simplement, là aussi, il faut le faire intelligemment et essayer de ne pas aller tout le temps sur un seul modèle unique en mettant plein d'argent sans condition. C'est Pascal Durand, député européen, candidat sur la liste La République En Marche aux élections, qui est notre invité. Plusieurs sondages mettent le Rassemblement national devant La République En Marche. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a un problème de tête de liste, Nathalie Loiseau ? Est-ce que vous considérez que ce serait une défaite, que vous soyez en deuxième position ? Ce sont deux questions qui sont complètement différentes. Ça serait une défaite pour la France.
ça serait une défaite pour la France. C'est-à-dire que très clairement, on a vu en 2014 le Rassemblement national, qui à l'époque s'appelait le Front national, arriver en tête. Et donc l'image qui a été envoyée aux 27 autres pays, c'est la France, qui est quand même patrie des droits de l'homme, la démocratie, historique en Europe, le pays des Lumières, envoie l'extrême droite comme première représentante de la France. Donc ça nous affaiblit énormément. Vous avez 24 députés qui sont arrivés en 2014, qui n'ont pas travaillé ou qui quasiment n'étaient même pas présents. Donc vous voyez bien qu'on se retrouve à une cinquantaine de représentants. Ça abaisse la puissance de la France. Il y a un problème de tête de liste, selon vous ? Ça abaisse. C'est parce que ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que le problème, c'est quelle image on veut envoyer en Europe, quelle capacité nous donnons au président de la République d'être entendu quand il parle dans les conseils et lorsqu'il porte une volonté de réforme de l'Europe. Donc oui, il faut qu'on arrive en tête. Deux, non, je ne crois pas qu'il y ait un problème de tête de liste. Je pense que Nathalie Loiseau, elle a une vraie connaissance de l'Europe. Je pense qu'en revanche, il y a un problème de campagne européenne. C'est-à-dire que l'ensemble... Et non, elle ne démarre pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la liste Renaissance. C'est pas le sujet d'ailleurs des autres listes. J'en sais rien. Faire une conférence de presse, le président parler du grand débat, les annonces. Mais c'est ça, c'est aussi un des problèmes de la France. C'est le président qui fait qu'on parle d'autre chose. Mais c'est pas le président qui a mis les gilets jaunes non plus dans la rue. C'est pas. Il y a un moment où les élections européennes, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. On ne parle en gros en France des élections et de l'Europe qu'une fois tous les 5 ans et en général les dernières semaines. Votre programme, il ne sera présenté que le 9 mai. Oui, et c'est justement pour que avant les élections. Parce qu'avant il était inaudible. Non, il y en a d'autres qui le présentent le 7. En réalité, c'était inaudible avant. Personne n'entendait, ne voulait discuter des questions du programme des élections européennes. Et vous le savez mieux quiconque. Toutes les unes des journaux, toutes les unes sur les chaînes de télé, d'information, etc., elles étaient liées à la problématique franco-française, aux crises. Et personne, je le regrette, et vous savez très bien que moi je suis un député européen totalement engagé, je ne fais que ça, je le regrette, mais en attendant c'était inaudible. Donc c'est bien qu'on présente ça, la date du 9 mai est une date symbolique, c'est la date de l'Europe, et donc c'est la date anniversaire des déclarations de Schuman et autres. Donc voilà, on est à un moment important. Oui, à propos d'écologie, dans le discours du président, on a un peu cherché, alors il y a bien... on a parlé un peu de référendum, on a aussi parlé d'un comité de défense, mais où est la transition écologique dans tout ça ? Écoutez, elle doit être, si vous me demandez si on doit faire de la transition écologique en France et en Europe un des piliers des politiques publiques, la réponse est oui. Mais elle est oui. Est-ce qu'elle est suffisamment portée en l'état dans le débat national ? La réponse, à mon sens, est non. Donc je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on aille encore plus loin, encore plus, plus dynamique, qu'on essaye de comprendre que les emplois, justement, quand vous parliez des problèmes de distribution, si on peut parler des problèmes d'industrie, des problèmes d'agriculture, tous ces sujets-là sont implicitement liés, les problèmes de l'artisanat avec l'isolation des bâtiments. Enfin, on a là des mines d'emplois. On a aussi la capacité d'avoir une nouvelle économie. Donc, oui, on la porte au niveau européen. Et les propositions qui sont portées par le président de la République, et ça, pas d'hier, en Europe, sur le respect des accords de Paris, sur le fait des transitions énergétiques et autres, elles sont là. Il faut qu'en France, on mette un petit coup de boost. C'est ce qu'a demandé le président de la République. Je suis persuadé que ça va pousser. Alors vous venez de sortir, c'était hier, un livre sur la cause animale, parce que c'est un des sujets que vous suivez le plus et la cause animale. Au Parlement européen. Et on vous a vu réagir il y a quelques jours aussi sur ce qui se passe dans les eaux, et notamment dans certains aquariums, comme à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer. Absolument. Il y a eu tous les requins marteaux, ils sont morts. C'est-à-dire, il y a eu un problème avec les sardines aussi hier. Oui, mais il y a un problème avec les crevettes en Grande-Bretagne qui ont des doses de cocaïne dans leur chair. Oui, ça j'ai vu ça. Alors ça, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste du lien entre la cocaïne et la crevette. Nausicaa. Nausicaa. En fait, pour revenir à Nausicaa, la vie d'un requin marteau. On a vu, il y a une trentaine de requins marteaux qui sont morts dans cet aquarium. La vie d'un requin marteau, ça n'est pas dans une cage de verre, dans un aquarium. Je comprends le fait que historiquement, on voulait montrer aux enfants, etc., la vie sauvage. Il faut sortir de ces logiques-là. Les animaux sont des êtres vivants. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres vivants, et à ce titre, ils doivent être respectés pour ce qu'ils sont. La vie d'un requin marteau, ça n'est pas enfermé comme ici. Vous mettez un peu d'eau. Les cirques aussi ?
Mais les animaux sauvages, qui pensent que les quelques tonnes d'un éléphant assis sur un petit tabouret, c'est, décent pour cet animal, c'est la vie de cet animal, un lion ou un tigre qui saute il y a des cirques dans l'ensemble de la planète. Il n'y a qu'à aller voir le Cirque du Soleil chez nos amis québécois ou ailleurs. C'est d'une beauté phénoménale. Il y a une vraie vie, un changement indépendamment de l'opinion publique. Ah mais là, dans très ces clair. affaires. Tous les sondages le démontrent. On a entre 80 et 85% des gens qui disent il faut arrêter les animaux sauvages dans les cirques, il faut arrêter les corridas, il faut arrêter la torture, il faut arrêter la chasse à la glu, etc. Je ne vais pas tous les décliner. Vous l'arrêtez, le gavage des oies, ça fait des millénaires que ça dure. Le foie gras, c'est toute une des économie. oies. Le gavage des oies dans l'est de la France, dans le sud-ouest. Oui, l'Union européenne a demandé à ce qu'on arrête le gavage. Je dis simplement... Le foie gras, quand même, mais je comprends, mais attendez, écoutez, c'est comme tous ces sujets-là, nous avons des révolutions à faire dans nos têtes, dans nos assiettes. Mais la tauromachie aussi, mais les combats de gladiateurs. Vous allez à Rome, le combat de gladiateurs, c'était intouchable. C'était quelque chose de merveilleux. C'était les combats de coqs, c'est quelque chose d'intouchable. Simplement amener des enfants maintenant, montrez-leur, ça change. Les mentalités et les populations évoluent. Là où vous avez raison, et là il faut être clair, il faut faire ça. D'abord dans le respect des citoyens, dans le respect également des métiers et des professions. Il faut qu'on fasse des transitions, il faut qu'on trouve des alternatives, on peut le faire. Voilà. On a pu vivre sans, on doit pouvoir arriver à vivre dans le futur également sans. Hier soir, une proposition de loi a été déposée ici, elle a été discutée, elle a été finalement rejetée, mais est-ce que vous l'auriez votée, vous, c'est sur ce qu'on appelle l'écocide, c'est une sorte de génocide écologique. Les socialistes voulaient qu'on la reconnaisse, ça n'a pas été l'avis d'un certain nombre de gens, dont vos amis qui sont aujourd'hui... Oui, parce que là aussi, il faut s'approprier ce débat-là. Il faut faire attention de ne pas légiférer en force sur des sujets sur lesquels il y a des débats dans la société et dans lesquels on n'est pas encore tout à fait tous d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, l'écocide est un vrai problème. Mais là, je prends ma casquette d'avocat. C'est discuté dans les facultés de droit, c'est discuté un peu partout dans le monde. Donc, essayons de prendre le temps, mais faisons et donnons à la nature une vraie place et faisons en sorte qu'effectivement on ne la détruise pas. Le Parlement britannique qui déclare l'urgence climatique et écologique, ça va dans le bon sens. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Après, j'aimerais qu'on sorte des résolutions, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'était une simple résolution et qu'on aille maintenant dans la législation. Mais ça alerte l'opinion publique. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis, ça bouge. Il faut que les politiques écoutent un peu la société. Il y a des centaines de milliers de gamins qui descendent dans les rues pour expliquer que leur futur est important, que le climat est important. Donc écoutons-les, essayons de changer un petit peu les politiques publiques et même, si possible, beaucoup. Merci Pascal Durand, député européen, candidat sur la liste La République En Marche aux élections européennes, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Marcelo Westfred et merci Pascal Jalabert du groupe EBRA pour l'Est républicain et le républicain lorrain. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà. Pascal Durand quitte ce plateau et font leurs entrées. Ils étaient là dans la première partie. Olivier Auguste de l'Opinion. On est resté. Et Thierry Dupont de l'Express. Vous avez entendu la modération de Pascal Durand, qui est candidat sur la liste La République En Marche aux élections européennes, sur l'attitude du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, évidemment, nous avions la même, chef de la police. Nous avions la même tout à l'heure. Et le chef de la police, et donc ne peut que s'insurger contre, évidemment, l'entrée de manifestants, peut-être violents d'ailleurs, dans l'hôpital. Les vidéos le diront, l'enquête le dira. Il a une position modérée, vous avez entendu. Oui, il dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte, qui va essayer de déterminer la réalité des intentions violentes, manifestes. Je crois que c'est la directrice de la Salpêtrière qui avait parlé d'agression. Donc voilà, il faut maintenant voir. Il y a selon ce qui a été rapporté, elle disposait d'images de vidéosurveillance montrant des attitudes violentes. Si c'est avéré, les politiques ont embrayé hier sur cette affaire et que ce matin, le soufflet retombe, Olivier Auguste, en fait. Les choses restent à clarifier et donc on comprend bien que Pascal Durand n'a pas envie de se précipiter pour accuser le ministre de l'Intérieur qui représente le même parti que lui désormais. Et voilà, simplement, le premier qui s'est précipité, c'est peut-être justement Christophe Castaner.
On va passer aux européennes, puisque Pascal Durand est candidat sur la liste de La République En Marche aux élections européennes. C'est l'ancien patron des Verts, il est lui-même député européen. Vous avez vu, plusieurs sondages donnent donc le Rassemblement national devant La République En Marche. Il a dit que c'était un problème pour la France si le Rassemblement national était devant donc La République En Marche au soir des élections le 26 mai. Olivier Auguste. Alors on sent bien que du côté de la majorité, il y a quand même une petite forme de fébrilité qui est en train de s'installer. Alors, on est sur des écarts qui ne sont pas très importants entre Front National. On est encore dans la marge d'erreur, mais quand vous avez 1, 2, 3 sondages qui, tout en étant dans la marge d'erreur, donnent le Rassemblement national devant la liste de la majorité, ça crée un climat qui est pas très encourageant. Tout ça sera, si on reste dans ce type d'écart extrêmement symbolique à l'arrivée, mais la politique est aussi faite de symboles et effectivement ça n'aura pas la même résonance si la liste soutenue par Marine Le Pen, donc celle de Jordan Bardella, arrive en tête devant celle de Nathalie Loiseau ou si on est dans une configuration opposée. Mais ça peut avoir un impact, cet argument de dire c'est l'image de la France au fond qui est en cause. Je ne suis pas sûr que les Français votent arrive devant La République En Marche. Non, je ne suis pas sûr que ça soit la préoccupation de l'électeur. Déjà, l'électeur aux élections européennes, il faut qu'il se déplace jusqu'aux urnes. Je ne suis pas sûr que sa première motivation, ce soit de penser à l'image de la France. C'est comme souvent un mélange entre des considérations de politique nationale et notamment éventuellement une envie de sanctionner le pouvoir en place. Qui peut passer notamment par le vote pour le Rassemblement national et puis éventuellement des considérations européennes. Mais il faut bien dire qu'on parle très peu des thèmes et des enjeux européens dans cette campagne pour le moment. On ne peut pas dire d'ailleurs que la liste de la majorité, moi je suis allé faire il y a 2 jours un petit tour sur le site de campagne de la liste Renaissance, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Honnêtement, quand on va sur l'onglet projet, c'est assez indigent. On nous dit notre projet c'est de soutenir l'appel d'Emmanuel Macron sur l'Europe, comme si tous les Français avaient appris par cœur sa lettre. Et puis, on nous dit... Lettre qui n'avait pas été considérée à l'époque comme un grand succès, hein, vous vous rappelez. Il y avait malgré tout quelques propositions. Alors après, il y a un autre problème, c'est de trouver des partenaires en Europe pour les faire avancer, ces propositions. Mais voilà, et puis on nous dit une seule promesse, ne rien s'interdire. Bon, c'est un peu léger comme programme. Thierry Dupont. Oui, alors... je suis d'accord, on sent une fébrilité dans la majorité. Il n'y a pas eu d'effet waouh avec la nomination de Nathalie Loiseau. On sent que ça patine un peu. D'ailleurs, Pascal Durand lui-même disait qu'il n'y a pas de problème de tête de liste, ça il ne peut pas le dire. Mais il y a un problème de campagne, c'est qu'effectivement il n'y a pas de campagne pour l'instant. Et en partie... On peut en attribuer la responsabilité au président de la République. Bah oui, parce que pour l'instant, c'est lui il laisse pas d'oxygène pour la campagne. Pour l'instant, c'est lui qui occupe le terrain pour sortir de la séquence. Même le Premier ministre. Gilets jaunes, oui. Vous l'avez vu en Charente-Maritime. Et on sent bien. En Normandie. Et on sent bien qu'en fait, le président de la République, il rêverait de diriger lui-même la campagne, en fait, de passer directement de son grand débat à la campagne européenne en étant. Alors, il peut pas être tête de liste. Ça l'embête. Je lisais dans le Parisien ce matin qu'il aurait bien aimé être au lancement de campagne le 30 mars au Doc d'Aubervilliers, mais que finalement Stéphane Séjourné, qui est son ancien conseiller politique et qui est le directeur de campagne, lui a dit non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée que tu viennes au lancement de campagne. Mais on sent bien que c'est lui, en fait, qui est le vrai moteur de cette campagne. D'ailleurs, on l'a bien vu hier avec la rencontre à Ambroise avec le président italien. Mais honnêtement, les considérations autour de Nathalie Loiseau, de son passé, etc., c'est assez anecdotique, parfois même un peu ridicule. Simplement, quand on n'a que ça à se mettre sous la dent, j'allais dire, alors que d'autres formations, et notamment le Rassemblement national, et notamment la France insoumise, on est d'accord avec ou pas, mais ils ont des propositions, ils mettent un programme sur la table. Depuis longtemps, le France insoumise, ils sont en campagne avec un programme et une liste depuis décembre déjà, donc voire même fin novembre. On rappelle quand même les sondages. L'IFOP, c'est 22,5 pour le Rassemblement national, 21,5 pour la République En Marche. Bon, c'est vraiment un écart très faible. Et puis pour Opinionway, c'est 24, un peu plus pour le Rassemblement national en tête et 21 pour la République En Marche. Toute la difficulté pour la majorité, pour Emmanuel Macron, c'est de
il y a d'un côté le mano à mano avec le Rassemblement national de Marine Le Pen, et en même temps se servir de ce même Rassemblement national pour contenir une éventuelle montée de la liste des Républicains conduite par François-Xavier Bellamy. Parce que c'est en troisième position dans tous les cas. Oui, qui est autour de 14%, entre 13 et 15, quoi. Mais tout ça, on est dans les marges d'erreur. Et simplement, si cette liste commençait à monter, ça remettrait en scène l'idée qu'en fait, Emmanuel Macron n'a pas détruit vraiment les Républicains et qu'il serait capable d'être une alternative de gouvernement, ce qui n'a pas été jusqu'à présent le Rassemblement national, pour les prochaines élections. Et qu'on n'a pas le choix entre soit Macron, soit Marine Le Pen. Donc il faut à la fois... Il faut être devant le Rassemblement national, mais en même temps se servir du Rassemblement national, le faire presque monter mécaniquement pour contrer la progression des Républicains. Donc c'est une équation assez compliquée. C'est très mitterrandien ce que vous êtes en train de nous raconter. Ouais, et tout ça en très peu de temps, Olivier Auguste. Et tout ça en très peu de temps. On vote dans 3 semaines maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Mais effectivement, la droite est en train de monter, qu'elle n'a pas complètement disparu du paysage, ce qui n'était encore pas une évidence il y a quelques mois. C'est dû au phénomène, entre guillemets, François-Xavier Lamy. Oui, il y a un peu de ça. On voit bien que c'est une personnalité qui est capable, en tout cas, de reconstituer un socle. Ce n'est pas suffisant pour revenir plus tard vers le pouvoir, mais c'est une première base. Alors que si on prend un petit peu la symétrie, et je pense au Parti socialiste par exemple, on voit bien que là pour le moment ils ne sont pas du tout en train de faire la preuve qu'ils existent toujours. Il y a une sorte à gauche de combat, mais entre petits, entre écolo, France Insoumise, Hamon, Parti Socialiste, pour savoir qui sortira en tête, mais ce sera en tête peut-être à 8%. C'est pas la même chose que à 15% si François-Xavier Bellamy fait un score dans ces eaux-là. Merci Olivier Auguste, vous dirigez la rédaction de l'Opinion. Merci Thierry Dupont de l'Express de vos éclairages. Voilà sur cette actualité politique. Tout de suite, on va poursuivre dans l'actualité politique en regardant le Zap Matin de Christophe Combarieux ensemble. Vous allez voir les réactions hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après, à tout de suite. Hier, aux environs de 16h, une foule éparse s'introduit dans l'enceinte de l'hôpital. Les grilles de cet hôpital étaient fermées, elles étaient cadenassées. Il y avait un vigile derrière chaque entrée qui était fermé pour laisser passer la manifestation. Et il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées. Immédiatement, des forces de l'ordre se lancent à leur poursuite, créant un mouvement de panique. Vouloir s'introduire dans un hôpital de cette façon n'est pas excusable. Je le dis comme je le pense. Et ça choque légitimement un très grand nombre de Français. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Je pense qu'il y a un emballement politicien, bien sûr, de la part du gouvernement qui essaie encore une fois de stigmatiser les manifestants et manifestantes. On est très loin de ce qu'on a voulu indiquer, c'est-à-dire des manifestants voulant interrompre une salle de rentrée de force, une salle de réanimation, voulant dégrader l'hôpital. Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est le comportement du ministre de l'Intérieur qui invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, pour créer des tensions, un mauvais état d'esprit où on se dit mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? On en est à attaquer les hôpitaux. Ben non, personne n'a attaqué cet hôpital. Il n'y a aucune raison, je suis désolée, et surtout pas devant les forces de l'ordre, quand on n'a rien à se reprocher, d'aller fracturer un portail et notamment d'un hôpital. Donc il faut arrêter toujours de trouver des bonnes excuses ou excuser ce qui n'est pas excusable. Depuis maintenant 2 jours, on a un énorme numéro de faux cul du gouvernement. Entendre Christophe Castaner nous dire « Je regrette que la manifestation du 1er mai ait été volée par les casseurs ». Mais enfin, c'est le gouvernement qui, depuis des jours, a tout fait pour que le seul angle à travers lequel on parle des manifestations du 1er mai, ce soit les violences. On est dans la polémique sur l'anecdote et qu'on ne regarde pas la situation, qui sont des manifestations très violentes du 1er mai, des policiers qui entendent en boucle « on n'aime pas les forces de l'ordre, on n'aime pas la police, suicidez-vous ». Enfin, mettez-vous 2 minutes à leur place. Je ne pense pas que la gravité de ce qui s'y est passé mérite une commission d'enquête parlementaire. Il y a des choses qui mériteraient bien plus d'enquête. C'est-à-dire que vous n'appelez pas non plus à la démission du ministre de l'Intérieur, comme le font certains. On est en campagne électorale, donc tout le monde raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Moi, je préfère ne pas faire ça. Voilà, on poursuit notre édition avec Territoire Sénat dans un instant et l'actualité parlementaire. On s'y retrouve, à tout de suite.